ensemble, ce soir, on va définir ce que c'est le branding. Pourquoi est-ce que c'est sous-coté, le branding, la brand en règle générale, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, que ce soit dans l'immobilier ou dans la communication. Et puis à la fin, on fera des questions-réponses. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Pour commencer, ceux qui ne me connaissent pas, parce que la plupart des gens ne doivent pas me connaître, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais ce qu'on pouvait appeler l'enfant à problème. En tout cas, c'est comme ça que les profs me définissaient. Et du coup, j'adorais jouer ce rôle. J'y prenais même un malin plaisir, parce que j'étais assez curieux comme garçon, mais j'aimais pas trop qu'on me dise quel sujet il fallait travailler. Du coup, je choisissais mes propres sujets. Et comme tout enfant curieux de 14-15 ans, j'aimais bien rentrer dans les boutiques un petit peu au hasard et poser des questions aux vendeurs. J'imagine que tout le monde fait ça dans la salle. En tout cas, moi, c'était une de mes activités favorites. Et une fois, je rentre dans un magasin qui vend des meubles, des beaux meubles, de designers, des meubles pour les grandes entreprises, dans les entrepôts, etc. Quelque chose d'assez spécial, assez de niche. Et je pose la question au vendeur. Je lui dis, pourquoi est-ce que vous, on vous connaît pas? Pourquoi est-ce que je connais pas votre logo? Alors que Ikea, qui fait des meubles un peu moins beaux, un peu moins chers, qui ont souvent du mal à tenir un déménagement, sont plus connus que vous, font plus de chiffre d'affaires que vous et vendent à plus de monde. Alors je vous laisse imaginer que le vendeur, il savait pas trop quoi me répondre. Il m'a dit un truc du genre, ouais, occupe-toi de tes affaires. C'était pas une réponse que j'attendais. Donc je suis parti. Et quelques années après, quand je me suis dit, vas-y, je vais faire du branding dans ma vie, j'ai eu une petite réponse intéressante. Et donc on va développer un petit peu le sujet parce que moi je pense que la différence qu'il y a entre Ikea et un mec qui est très compétent dans son domaine, c'est la communication. Le branding, ça veut dire faire de la marque, la brand, comme disent nos amis les Américains. Et donc, quand on fait de la marque, ça veut tout et rien dire. En gros du gros, moi j'aime bien l'appeler ce que les gens pensent de vous. C'est quoi toutes les associations qu'on fait dans votre esprit quand on évoque un sujet, quand on évoque une activité, un mot très précis. Parce que moi j'aime bien revenir aux fondations de la chose. On entend le branding dans des communications, dans du marketing, plein de mots qui sont très très jolis, qu'on peut mettre sur un beau post LinkedIn, mais qui sont très abstraits malgré tout ça. Donc, pour définir le branding, je définis d'abord la marque. La marque, c'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à vous ou à votre produit. Donc, le branding, c'est logiquement créer des associations dans votre esprit. D'accord ? Ça peut être des associations d'idées, ça peut être des associations de tout ce qui touche au sens, par exemple. Vous avez tous, je pense, en tête un petit peu l'odeur de chez votre grand-mère. Ou du premier jouet, du premier doudou que vous avez eu quand vous étiez jeune. Et ben là, si je vous parle de ça, il y a tout un tas de souvenirs qui remontent dans votre esprit, des activités que vous faisiez avec lui. Est-ce que vous dormiez avec, etc. Et ben ça, c'est le branding. Et on peut l'utiliser pour manipuler un petit peu ses consommateurs pour espérer mieux vendre. Je vais reprendre aussi la définition de Jeff Bezos, parce que le mec a un peu plus de charisme que moi pour donner une définition. Jeff Bezos, il dit le branding, c'est ce que l'on retient quand vous quittez la salle. Donc là, je vais quitter la salle et vous allez retenir quelque chose de moi. L'objectif, là, c'est que vous reteniez un truc du genre, ouais, Arthur, c'est un mec qui fait du branding, il dit pas trop de la merde, il connaît un peu son sujet. Peut-être que le jour où vous aurez besoin de travailler votre branding, vous allez peut-être m'appeler. Et si vous voulez prendre rendez-vous, c'est juste ici. Donc, Jeff Bezos, il avait raison, je trouve. Qu'est-ce qu'on retient de la personne, de la chose, de la situation, quand elle se termine? Et ben, vous savez quoi? On peut l'utiliser un petit peu au quotidien, pour plein de belles choses. Draguer, au hasard, vendre un appart, négocier un prix, je sais pas moi, choisir un lieu pour aller au restaurant, bref, le branding, il intervient un petit peu partout, chaque seconde de votre vie. Et donc, si vous le maîtrisez, si vous maîtrisez un petit peu l'image que vous avez de vous, vous allez réussir à avoir des résultats qui sont un peu intéressants
par rapport aux objectifs. Pour vous mettre un petit peu de contexte, moi, je viens pas de ce monde du marketing. Moi, je suis un mec qui aime bien faire des blagues nulles. Genre là, si j'étais dans le public, à tout moment, je prends la parole pour clasher le mec qui est avec le micro, tu vois. Et donc, je suis assez instinctif. Je suis pas trop dans le contrôle, dans vraiment manipuler un petit peu les gens. De base, moi, je viens du monde de la direction artistique. Alors, ce mot, il est galvaudé, hein. Je pense que vous avez tous une définition assez particulière de la direction artistique. Il y en a qui vont penser que c'est les mecs qui sont dans les grandes maisons de mode. Il y en a qui vont penser que c'est des gens qui ont des cols roulés noirs. Imad, il a un col roulé noir sur la photo. Pourtant, il n'y avait pas DA. T'es DA, Imad? Petit quoi. Il m'écoute même pas en plus. Donc, de base, je viens du monde de la direction artistique. C'est-à-dire que j'y a des mecs, là, tu mets du vert, là, tu utilises une police sans empattement, et puis là, du noir. Puis tu mets une image sympa. En gros, du gros, c'est ça. Pour que, en gros, les sites internet, vos cartes de visite, vos flyers soient sympas à regarder. Donc, je vendais des trucs comme ça. Des fois, c'est moi qui faisais. J'étais ce qu'on appelle un designer graphique. Donc, je vendais des trucs comme ça, je faisais un petit peu de sous. Et puis, un jour, je me dis, j'en ai marre de faire un petit peu de sous. Donc, je vais essayer de mettre un peu de ROI dans mon business. Le ROI, c'est le retour sur investissement, en anglais. Donc, comment mettre du ROI dans mon travail pour qu'en gros, les mecs qui achètent chez moi, ils se disent, là, j'ai fait des sous avec ces conseils. Ben, je me suis penché dans le monde du marketing et j'ai dit, vas-y, comment est-ce que je peux associer ma maîtrise du design, de l'art, des belles couleurs et surtout du goût avec une stratégie marketing, avec une stratégie de positionnement global pour une entreprise. Et du coup, je suis tombé dans le branding. Si vous voulez un livre sur le branding, si vous ne connaissez pas et ça vous intéresse, il y a un super livre qui s'appelle Brand and Bullshit. Alors, c'est en anglais. Il faut savoir lire en anglais. Et en français, il y a La Vache pourpre de Seth Godin, qui a été traduit, qui est vachement sympa. Donc, je vous incite à noter les références. C'est assez sympa. Ça donne pas mal d'anecdotes sur comment faire une stratégie de branding. Par exemple, il y en a une qui me revient là. Vous connaissez Nestlé, l'entreprise. Ils ont monté une boîte qui est un peu connue, qui vend du café, qui s'appelle Nespresso. Et ils se sont dit, vas-y, un jour, ils se sont dit, vas-y, et si on allait vendre du café au Japon? Ils ont dit ça il y a 50 ans, hein, un peu plus. Un peu moins, pardon. Donc c'est arrivé au Japon. Ils ont mis des usines. Ils ont acheté des points de vente. Et la première année, ils n'ont rien vendu. 0 café. Pourtant, c'est une grosse entreprise. Ils savent bien communiquer. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les Japonais ne boivent pas de café. En tout cas, à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont fait 2-3 petits trucs, 2-3 petites stratégies de marque, branding. Et aujourd'hui, le Japon est le premier pays importateur de café dans le monde. Alors, comment ils ont fait ce tour de magie? Là, vous êtes en train de vous gratter le menton. Très intéressant. Je vais prendre des notes. Dans la culture japonaise, pour ceux qui regardent des mangas ou qui aiment bien cette culture, de base, ils aiment pas trop le café, ils aiment bien le thé. Parce que c'est ancré dans la culture, il y a la cérémonie du thé. Faut pas toucher à ça, c'est super important. Et le café, c'est pas trop leur délire. Du coup, il y a cette magnifique entreprise qui est arrivée, qui a dit, bon, on a plein de café, personne ne va en acheter. Du coup, on va le donner. Donc, ils se sont mis à faire des petits paquets de bonbons au café. Ils sont allés le distribuer à la sortie des écoles, gratuitement, aux enfants. Donc, ils ont capitalisé sur un souvenir d'enfant qui est très agréable, qui est lié à la sortie des cours, donc à la fin du travail, pour que 20 ans plus tard, quand ils sont dans leur entreprise et qu'ils boivent un café, l'association d'idées se crée dans leur cerveau, c'est « Ok, je stoppe le travail ». Et depuis, les Japonais, ils boivent du café. Donc ils se sont dit, tiens, on va aller, petite intuition, dans 20 ans, Inch'Allah, on vend beaucoup de café. C'était un petit peu ça l'idée. Et je trouve que c'est un très bon exemple, parce que si vous arrivez à... Alors pas forcément sur 20 ans, hein, parce que l'idée c'est de faire de l'argent maintenant, mais si vous arrivez à vous dire, ok, comment est-ce que mon consommateur réfléchit?
Voilà, c'est plutôt dans le B2B, vous êtes principalement dans le B2C, pardon, et vous êtes principalement dans le B2B. Donc, si vous arrivez à réfléchir comme ça, à vous mettre à la place de votre consommateur, à faire preuve un petit peu d'empathie, de manière professionnelle, à vous arriver à avoir un résultat qui est quand même plutôt intéressant. Cette anecdote, ça, je l'aime beaucoup, parce que elle est quand même simple à comprendre. Ce qui est un peu moins simple à comprendre, c'est un exemple de Nike. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Elle est un peu connue. En 2020, Nike, ils ont changé de directeur marketing. Ils ont dit, vas-y, on est les numéros 1. On a beaucoup de parts de marché dans l'industrie. Comment on fait pour faire plus d'oseille? Du coup, ils ont mis un directeur marketing qui focus la publicité court-termiste. Donc effectivement, ils ont fait beaucoup d'argent en première année. Ils ont dit, vas-y, branding, on verra ça plus tard. Alors pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre marketing et branding, parce que ça peut paraître un peu abstrait. En gros, le marketing, c'est le marketing direct, c'est-à-dire on va faire de la publicité en ads, par exemple, on va faire de la publicité dans la rue, dans le métro, ce qui va forcer les consommateurs à acheter en court terme, alors que le branding, c'est du marketing plutôt long terme. On rappelle, on dit coucou, on est là, voici nos valeurs, voilà ce qu'on représente dans l'industrie. Comment est-ce que vous allez faire pour vous souvenir de nous? Et donc, quand on ne travaille pas son image au long terme, et ben on finit par mourir. Et c'est ce qui s'est passé avec Nike. C'est que quand est arrivée la deuxième année, il y a eu un petit move en bourse où les investisseurs se sont rendus compte que ils perdaient de l'argent en fait. Parce que les gens n'achetaient plus Nike. Alors, je vous laisse imaginer que c'était un peu plus compliqué que ça. Les gens, ils ont fait un peu plus de trucs compliqués dans l'entreprise. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ils ont arrêté de vendre en physique, parce qu'ils se sont dit, vas-y, on va tout focus sur le e-commerce, parce qu'effectivement, c'était vachement bien le e-commerce. Le nouveau directeur commercial, c'était l'ancien directeur pas commercial, pardon, marketing, c'était l'ancien directeur market de eBay. Donc normal qu'il focus sur le e-commerce. Donc voilà l'année 1. Et donc en une journée, Nike a battu un record historique. Ils ont perdu 27 milliards en bourse en une journée, parce qu'ils ont arrêté d'investir dans le branding. C'est dommage. Pour vous donner un autre chiffre, parce que j'adore les chiffres, Coca-Cola, leur valorisation boursière, elle repose 65% sur leur marque. Donc, si on enlève le branding et le logo de Coca-Cola, ils valent un peu moins d'argent. Tout ça pour vous dire que faire du branding, c'est vachement sympa. Il y a un vrai ROI. Faire le branding, c'est pas forcément avoir un bon logo, avoir un bon discours. Le branding, c'est avoir tout ça. Savoir comment est-ce qu'on est positionné dans son industrie, connaître ses concurrents indirects aussi. Et ça va dépendre aussi de votre secteur. Quand vous vendez des choses qui sont pas forcément urgentes pour votre prospect, par exemple des t-shirts. En vrai, si on veut acheter un t-shirt, je sais pas, H&M, on achète un truc à 10 balles et on est habillé. Donc quand on met plus de 10 balles dans un t-shirt, ça veut dire qu'on touche aux émotions et donc du coup à la marque, et donc du coup on est en concurrence avec les trucs qui sont moins importants. Donc quand vous vendez un t-shirt, vous êtes en concurrence par exemple avec le pâtissier du coin. Parce que si vous mettez par exemple si vous mettez 20 € dans un t-shirt, alors vous auriez pu l'acheter pour 10, parce que vous avez juste besoin de vous habiller de base. Et si vous mettez 10 € en plus dans un t-shirt, c'est pas 10 € que vous mettez dans un gâteau par exemple. Donc les concurrents directs et indirects sont vachement intéressants. Et donc en fonction de comment est-ce que vous parlez à votre cible, vous allez utiliser des mécanismes dans votre cerveau qui attirent et forcent à la prise de décision. Un autre point, pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler son branding? En gros, le branding, ça force votre prospect à être la solution dans l'esprit de vos prospects quand ils rencontrent le problème que vous résolvez. Quand on travaille bien sa brand, théoriquement, du coup, on devient la solution dans l'esprit des consommateurs. C'est vachement bien le branding parce que on est des gens qui prennent des décisions par émotion. Si vous pensez que quand vous devez acheter une voiture, vous êtes quelqu'un de rationnel, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est de la chimie, ce qui se passe dans votre cerveau. Et la chimie, elle est dictée par socialement, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que votre voisin va vous regarder avec ce nouveau t-shirt? Comment est-ce que votre femme va vous parler avec cette nouvelle voiture? Ou alors votre maîtresse? Chacun ses motivations. Et donc, si vous y arrivez, vous avez tout gagné.
pour appuyer mon discours, il y a des mecs qui ont fait le travail à ma place. C'est il y a longtemps déjà. Ils ont fait un petit test, une petite étude. Ils ont demandé à des étudiants, des vieux, des jeunes, des moins jeunes, de goûter 2 verres. Dans le premier verre, il y a du Coca-Cola. Dans le deuxième verre, il y a du Pepsi. Et les étudiants, les gens, ils ont tous bu le verre. Et l'examinateur demandait lequel vous préférez. À votre avis, qu'est-ce que les gens préfèrent entre les deux? Pepsi? Coca, Pepsi, il y a les deux. Pepsi. Moi j'ai dit Pepsi. Ok, bah, c'est raté. Hein. Les gens préfèrent Coca-Cola. En tout cas, quand on leur montre les marques. C'est ça la subtilité. 77% des gens préfèrent Coca-Cola quand on leur montre le logo. Et quand on leur bande les yeux, c'est 67% qui préfèrent Pepsi. Voilà, ça illustre très bien en général le branding. Le branding peut influencer ce qui se passe dans votre bouche. Le branding peut apprécier une voix plutôt qu'une autre. Alors que si on bande les yeux, eh ben on va préférer l'autre voix. C'est un petit peu comme ça qu'on crée du charisme. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui peut être là, qui peut être très charismatique, alors qu'il est vilain. En tout cas, parmi les codes sociaux. Le branding aussi prouve dans plein d'études que la beauté, ça se calcule. Et oui, on est moche ou on est beau, d'après la science. Il y a la mâchoire, l'arcade, etc. C'est pas le sujet. Donc, il y a plein d'études qui sont super sympas, qui prouvent que on n'est pas des gens qui raisonnons logiquement. Donc, comment utiliser ces émotions, comment utiliser cette chimie qui se passe dans votre cerveau pour pouvoir, entre guillemets, manipuler de manière machiavélique, bien entendu, nos cibles. Est-ce que vous pensez que si je vous montre 2 bouteilles de vin rouge, il y en a une qui coûte 50 € et l'autre qui en coûte 10, vous allez choisir laquelle? Par l'étiquette. Par l'étiquette? Alors je parle du prix. Ah, du coup, on va prendre celle-là 50 balles. Celle- Bien mieux. C'est ça. Et ben, du coup, on a fait une étude encore là-dessus. C'est vachement pratique les études. On a donné 2 verres à quelqu'un. Un avec un verre à 10 balles et un autre verre avec 50 €. Et toutes les personnes, en tout cas une grande majorité, ont dit « Ah, le vin à 50 balles, il est quand même bien meilleur. » Alors figurez-vous que c'était les mêmes vins. Petit cubi. On a fait le test, on s'est dit « Oh, peut-être que le prix est pas assez cher. Peut-être qu'une bouteille à 200 €, ça va être meilleur. » Bah, figurez-vous que non. Toujours le même cubi. Du coup, moi, j'ai une technique, c'est que j'achète une belle bouteille et des cubis. Voilà. Alors ça, parce qu'on arrive à la fin du talk, je le fais pour mes clients, chez Smooth, avec 3 O. Parce que là, je vous ai parlé de grandes marques. Je vous ai parlé de noms que vous connaissez bien. Mais concrètement, sur un petit business, sur une petite boîte, est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, j'aurais bien mis la photo d'un de mes clients. J'ai pas préparé de slide. J'ai un client qui est venu me voir. Il est coach sportif. Il me dit Arthur, j'ai un petit problème. Je fais pas d'oseille. Pourtant, je suis vachement musclé. C'est vrai qu'il est musclé. Un peu moins que notre ami, mais il est vachement musclé. Il est vachement compétent. Il a fait plein d'études. Genre 5 ans, le mec a un master. Pourtant, il est broke. Il m'a dit Arthur, comment on fait pour faire plus de sous en travaillant son image de marque? Parce que là, tu nous vends du rêve. Tu m'as dit ouais, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il a 100 000 abonnés sur Instagram. Et même avec 100 000 abonnés sur Instagram, il est quand même pauvre. On va retravailler ton positionnement, on va retravailler ta marque, on va retravailler tes actions. Et on va se dire, ok, qui c'est que tu veux viser? Je vous la fais très courte. En gros, il m'a dit, je veux des mecs qui ont un peu de pouvoir d'achat, qui ont un petit bidou, qui ont souvent entre 30 et 50 ans, qui ont un peu marre d'avoir leur sport, qui aimeraient bien faire des marathons ou du paddle avec leurs potes.
et qui veulent maigrir. Je dis, pas très bien. Déjà, est-ce que sur Instagram, c'est le bon positionnement? Il m'a dit, ouais, ils sont là et tout, machin. Alors, pour savoir si votre cible est sourde, si vous êtes sur la bonne plateforme par rapport à votre cible, posez-vous une question. Est-ce que quand ils sont aux toilettes, ils ouvrent la plateforme sur laquelle vous êtes? Et là, vous êtes en train de vous imaginer sur les toilettes à ouvrir votre application. Putain, je suis sur Facebook, Insta, X. Alors, faites pareil pour vos clients. Et si vous savez pas, vous leur demandez. Alors, vous pouvez demander une pause à midi. Vous n'êtes pas obligé de parler de toilettes avec vos prospects. Donc, on a fait ce travail avec Maël. Je lui dis, Maël, tu fais combien par mois? Il m'a dit, je fais 600 € en moyenne par mois. Je suis coach sportif. Tu veux faire combien? Il m'a dit, j'aimerais bien faire, je sais pas, fois 10. J'ai dit, c'est tout? Il fait, ouais. Je fais, ah non. Moi, je travaille pas avec les gens pas ambitieux. Viens, on fait fois, je sais pas, 50. Au moins. De toute façon, c'est facile de faire fois 50 quand t'as 600 € par mois. Il m'a dit, ok. Donc, on a travaillé un petit peu. On a fait la stratégie de marque. On a fait le positionnement. Plein de mots un peu chiants. Mais quand tu les utilises bien, eh ben, ils sont quand même drôlement pratiques. On a fait aussi la direction artistique. Rappelez quand je vous ai parlé de DA d'ailleurs, tout à l'heure. C'est les couleurs, la typographie, les photos. C'est important d'être cohérent graphiquement sur tous vos réseaux sociaux, que ce soit votre site, sur votre LinkedIn, sur votre page Instagram. Parce que, admettons, le mec, il est sur Insta, clique sur votre lien en bio, il voit Insta, je sais pas, avec des couleurs chaudes, rouge, orangé, un peu noir. Et il arrive sur votre site, c'est bleu et rose. Alors, soit il se demande si c'est un scam, soit il se demande s'il est pas au bon endroit. Et en général, il s'en va. Donc, on a travaillé un petit peu la stratégie. Et 30 jours plus tard, après avoir travaillé très dur, très fort, créé les bons contenus, mis les bonnes stories, utilisé les bons mots, on a fait un peu plus de chiffre d'affaires. Il a fait 12 000 € le mois 1. Je vais vous montrer les screens si vous voulez voir à la fin. Et les exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Donc maintenant, on peut passer à l'IMO ou à l'entrepreneuriat en fonction des gens qui ont levé la main au début de la soirée. Et pour répondre à des questions, donc, qui a des questions? Ça fait rêver ça donne envie d'avoir un ROI aussi gros. Combien ça coûte de faire un branding comme ça? Ça dépend si tu vas sur Fiverr ou chez moi. Tu veux un prix là? Tu veux que je te fasse un devis? Un ordre de grandeur. Ça va dépendre. Ça va dépendre de ton pouvoir d'achat, ça va dépendre avec qui tu vas le travailler. Déjà, tu peux le faire un peu toi-même. Il y a plein de formations qui sont sur Internet, qui existent. Il y a plein de gens qui donnent des très bons conseils. Si tu tapes sur Valton, tu vas avoir ma chaîne YouTube. Donc, combien ça coûte du temps et de l'argent en fonction de comment est-ce que tu veux t'investir? Si. Ouais, je suis convaincu du branding, mais moi, en tant que dans l'IMO, du coup, quand tu es en agence, c'est différent de quand tu es mandataire ou autre. Est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à des clients qui sont mandataires et comment tu évalues la pertinence d'un branding bien poussé en tant que mandataire vis-à-vis d'une agence qui a besoin d'une vraie esthétique de marque avec un pignon sur rue? C'est vraiment une autre démarche, quoi. Donc voilà, un mandataire, ça peut, entre guillemets, lui coûter que développer ce branding. Et ça peut être pertinent, mais ça peut ne pas l'être. Peut-être que tu as un avis là-dessus. En fait, dis-toi, et je vais répondre à la question plus large dans le sens où déjà chaque branding est différent. L'idée, c'est de se différencier de ses concurrents dans un marché qui est ultra concurrentiel. Très peu de personnes qui mettent en place une stratégie de marque en France, en tout cas. Et donc, en fait, tu peux te comparer à plein de monde. Ce qu'il faut, c'est que les gens te retiennent. Donc, tu as plein de manières que les gens te retiennent. Comment tu communiques, comment tu t'habilles, comment est-ce que se passent les premières minutes avec ton prospect. Tu vois, comment est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux. Tu as plein de manières, en fait. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu connais bien ton prospect, bah, théoriquement, tu es capable de savoir comment lui parler. Tu vois, donc en fait, je te donne une question super vague, une réponse vague, pardon. Mais c'est parce que il faut pas aller chercher un hack ou un framework spécifique dans ce genre de situation, mais plutôt aller se poser les bonnes questions de OK,
ce prospect, ce type de prospect, comment est-ce que je dois lui parler, qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je dois lui montrer, qu'est-ce qu'il va trouver quand il va taper mon nom sur Internet pour qu'il achète plus facilement. C'est clair? Bah, souvent, on pense à l'identité visuelle, mais ouais, quand tu parles, il y a aussi l'esthétique et la façon de parler. Je sais pas si c'est les choses que tu travailles aussi, toi, avec tes clients. Bien sûr, on fait les courses pour nos clients des fois. Ah ouais, c'est vrai, on a un gars dans l'équipe qui est expert en comment s'habiller. Donc ouais, c'est important de comment on s'habille. Si tu vas en jogging, tu vas être moins crédible que si tu es en costume. D'accord? Et j'en vois certains venir. C'est pas parce que vous avez une veste de costume et une chemise que c'est bien. Attention. Faut le bon pantalon, les bonnes chaussures, par exemple. Ouais, c'est une question de contexte aussi. Je suis d'accord. Mais contexte dans le sens où théoriquement, tu as un persona qui est quand même assez précis. Oui. Et par exemple, quand tu t'adresses à des grands comptes, quand tu t'adresses adresses un peu à Madame Tout-le-Monde, bah c'est pas la même chose. Tu vois, quand Madame Tout-le-Monde, tu peux y aller plus facilement avec un polo, alors que quand c'est un grand compte, bah il faut que tes chaussures soient cirées. Exact. J'ai une question. Une question plutôt. En fait, là, aujourd'hui, il y a des professionnels, des particuliers qui sont ici. Quel est ton conseil pour les particuliers, par exemple, qui ont, je bêtise, un projet d'investissement pour présenter à une banque, ou pour les particuliers qui sont commerciaux, qui ont, par exemple, des objectifs à atteindre à la fin du mois pour vendre tel produit ou tel produit. Parce que là, tes conseils, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus orientés pour les chefs d'entreprise, au vrai sens du terme. Mais quel peut être ton conseil pour les particuliers qui sont salariés, mais qui ont déjà... Enfin, aujourd'hui, on est en 2025, je pense qu'un branding et une certaine façon de communiquer est importante, qu'on soit professionnel ou particulier. Ah, ça va dépendre de tes objectifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'étude de cas? Petit consulting gratuit là. Merci. Levez la main. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, moi je suis Morgane Zangui. En fait, je travaille pour un réseau de mandataires immobiliers, justement. Donc, je suis indépendante depuis peu de temps parce que c'est une reconversion professionnelle. Et auparavant, j'ai fait 16 ans dans le recrutement de compétences. Donc aujourd'hui, c'est un changement global sur un marché qui est effectivement un peu en tension. Et sur mon secteur géographique, on est quand même assez nombreux. Donc l'idée, au-delà d'avoir la marque de mon réseau, c'est aussi moi de me faire reconnaître et être différenciante par rapport aux autres dans des actions, dans les réseaux sur place, voilà, et puis comment faire pour aller plus loin et pour être différente des autres. Comment me reconnaître. Tu es sur un marché qui est ultra concurrentiel. Tu as plein de gens autour de toi qui font la même chose. Pose-toi la première question de qu'est-ce qui fait que si je travaille avec toi, je vais avoir quelque chose de plus que les autres. Alors tu vas me dire, c'est facile, merci Arthur. J'ai rien appris. En fait, le branding, c'est facile. Trouve cet élément différenciant, tabasse-le, mets-le en avant, partout, dès que tu peux. Ta cible, c'est qui? Ça va être En fait, ça va être toute la population sur mon secteur géographique qui potentiellement voudrait avoir un projet immobilier en vente ou en achat, mais au-delà de ça, qui pourrait entendre parler de projets et devenir des apporteurs d'affaires. Donc en soi, c'est tout le monde. Ça va être les professionnels, mais ça va être aussi les particuliers. Donc ils peuvent potentiellement avoir un projet immo à un moment donné ou en entendre parler. Ok. Déjà, c'est trop long. Je sais pas si tout le monde a suivi. Mais en gros, c'est tout le monde qui a un projet immobilier. Donc effectivement, tu as le sujet d'apporteur d'affaires et tu as le sujet de je vais acheter. Première chose, cible quelqu'un. C'est le sujet de se nicher. Parce que c'est plus facile de s'ancrer dans la tête des gens quand tu es niché. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de mandataires. Et dès que je vais avoir un problème, je sais pas qui choisir. Genre, par exemple, moi, je veux une assurance. J'ai plein de copains qui sont courtiers. Mais comment est-ce que je vais faire pour choisir? Alors, soit je suis suisse et du coup, je vais juste choisir un pote à WAM. Soit j'essaie d'être un petit peu moins victime de mes émotions et choisir la personne qui est la plus intéressante pour moi. Donc, il y a des chances que j'aille choisir la personne qui a le plus de retours, de bons résultats, ou qui s'adresse le plus à des jeunes, moins de 30 ans.
Donc, niche-toi, target une cible et contacte-la, parle-leur et essaie de parler leur langage. Et le jour où elles vont penser à être dans la situation dans laquelle tu nous as décrite, ils vont t'appeler naturellement. Et en fait, à force de leur parler, à force de les écouter, tu vas connaître un petit peu les petits éléments tendus qui vont faire qu'ils achètent plus facilement que d'autres. Et du coup, tu vas savoir mieux leur parler. Et donc, avec le temps, tu vas devenir, entre guillemets, la leader de cette sous-niche. Donc, les gens vont tous venir vers toi et tu vas avoir le résultat qui se passe avec nous maintenant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de démarcher, les gens viennent à toi tout seul. C'est magique. C'est pas une question, mais j'aimerais juste rajouter un peu de l'info à ce que tu as pu dire. Moi, je trouve que c'est important d'aller chercher ton pourquoi, en fait. Pourquoi tu es là? Quel est ton chemin? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Quelle est ton histoire? Et finalement, pour que les gens ils se reconnaissent aussi que tu les inspires finalement. Que oui. Voilà, c'était juste ça. Tu as raison. D'aller chercher ton sens profond finalement. Parce que toi, t'es pas arrivé là par hasard finalement. Et potentiellement, les gens vont se reconnaître dans ton parcours, tes valeurs. Et tu vas pouvoir les comprendre encore plus facilement. Et je trouve que ça rejoint ce que tu dis, de comprendre le prospect. J'arrive votre problème. Donc, c'est le moment de lever la main. Vous dire, ah là, c'est mon problème, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à faire des vues. Il y a des gens qui postent sur les réseaux sociaux et qui font pas de vues. On vous voit. Ah, du coup, on vous voit pas. Ah, on a une vue au fond, monsieur. Tu peux parler plus fort, Brian? Comment? Tu peux parler plus fort? Comment tu fais pour optimiser ton bouche à oreille? Comment je fais pour optimiser mon bouche à oreille? Est-ce que vos clients, ils sont contents de travailler avec vous? Moi, je parle en termes d'apporteur d'affaires. Typiquement, tu as un client, enfin, tu as un pro 1 qui est content de ton travail, il représente ta client 2, etc. Et pour accélérer ça, tu aurais des tips ou... Alors, si tu veux accélérer l'apporteur d'affaires, si tu veux te faire recommander, il faut prouver que tu es bon. Que ce soit un ancien client ou un prospect. Donc ça, ça passe par des éléments de marque de regardez, j'ai travaillé avec lui, ils sont tous très contents, regardez nos résultats. Ce que j'ai fait avec Maëlle. Maëlle, elle fait beaucoup d'argent grâce à moi. Enfin, c'est pas que grâce à moi, hein. Elle travaillait tout seul aussi. Mais théoriquement, là, il y a possibilité qu'il y ait des gens dans cette salle qui n'ont jamais fait appel à mes compétences et qui peut-être qu'ils ont un pote qui va dire ouais, faut que je fasse mon branding, mon personal branding. Et du coup, ils vont peut-être dire ah, j'ai vu un mec dans une soirée là, qui racontait des trucs un peu intéressants, tu devrais aller voir. Et le gars, il va venir, il va me dire son problème. Moi, je lui dis écoute, je peux t'aider à le régler comme ça. Donc pour vous, si vous voulez favoriser la porte d'affaires, il suffit simplement de montrer que vous êtes bon avec de la preuve sociale, par exemple, avec du temps passé avec eux, en montrant, regarde là, on a fait tel projet, ça s'est super bien passé. Voilà. Après, tu peux aussi pousser un truc un peu plus à l'extrême, où tu mets en place un système où tu as ta liste des apporteurs d'affaires. Tu vas voir, j'ai dit, écoute, avec nous, t'inquiète, ça va bien se passer, tu prends 15% si tu ramènes un client. Et du coup, tu vas motiver les gens. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a un dossier, voilà, avec des apporteurs d'affaires. On leur a fait signer un petit contrat. Et dans notre petit logiciel, dès que tu nous ramènes une affaire, tu prends 15%. Donc, il y a tout un système. Hein. C'est vraiment... les apporteurs d'affaires, c'est un système d'acquisition qui est vachement pratique si on met l'énergie suffisante dedans. C'est comme si tu vas démarcher. Si tu travailles bien ton système d'apporteur d'affaires, ça peut être ton système de client le numéro 1. Donc, il faut bien le travailler et faire en sorte de le maximiser si possible. Messieurs, là, vous étiez très bavards tout à l'heure. Vous avez des problèmes ou pas? Attends. C'est quoi ton problème? Moi, je dois pas. Ton voisin, est-ce qu'il y a des problèmes? Aucun.
T'es sûr? Pas de Je problème. pense que les gens apportent beaucoup plus des conseils par rapport à leur activité. J'ai un quel âge? Vas-y. T'as quel âge? Je sais pas, tu me donnes quel âge? J'ai 25 ans, ouais. Toute la présentation est bien, mais c'est vrai que t'as pas donné de choses qui donnent envie d'aller vers toi, d'exemples que tu aurais pu apporter aux gens ou de manière, de méthode de travailler, d'aller chercher ou plus parler de toi, en gros, plus parler de toi. Mais la description du branding, son importance, par contre, ça c'est bien cadré, je trouve. Merci. Alors, je suis pas là pour qu'on m'achète. Justement, Je suis là pour donner de la valeur. c'est ça, en fait. C'est dommage un peu. Tu veux mon snap? C'est assez compliqué parce que je suis pas forcément là pour parler de moi. Il me reste combien de temps, Pierre? 0. 0, bon, bah nickel. Voilà. Non, bah tu t'abonnes à mon LinkedIn, mon Insta. Si tu veux mon numéro, c'est après. Justement, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin. T'as pas besoin? Moi, j'ai pas besoin. T'as pas besoin. Non, écoutez, bah, je fais dire, moi je viens de la DA, je suis devenu expert en branding et puis je fais de la magie avec le branding. Mais en vrai, si vous avez des questions sur ça, bah, vous pouvez venir me voir. Je suis pas là pour me vendre. C'est parce que là, ce soir, vous allez rentrer, vous avez pris peut-être des notes, vous avez enregistré des choses et vous êtes dit, ah, je vais faire du branding. Puis vous allez essayer, plus ou moins longtemps en fonction d'eux. Puis vous allez dire, c'est vachement compliqué quand même. Et puis là, vous allez m'appeler. Ouais, mais toi, Arthur, bon, enfin, t'as pas de l'air de calquer sur les camps, là, c'est ça.